d'Enerfip et tout ça, et du coup il va nous expliquer lui son approche qu'il a quand il investit sur une ICO, puisqu'il en a fait un peu son métier des investissements en général et en particulier dans la crypto. Donc, en bref, François Denis. Donc effectivement là on va avoir une approche assez investissement, mais c'est aussi intéressant pour un porteur de projet comme Talao de voir ce qui est intéressant, de voir les différents paramètres que je vais aborder. Donc je vais me présenter avant tout. Je te passe la slide. Donc je suis ingénieur de formation, investisseur privé, j'ai commencé comme ça. J'ai investi aussi beaucoup dans l'immobilier, en bourse et placement alternatif, crypto-actif. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc je suis influenceur, même si j'aime pas trop le mot, mais c'était le terme le plus pertinent. Donc j'ai une chaîne YouTube, c'est là que Léo a participé, on a fait 2 émissions ensemble. Quelques abonnés sur Instagram qui me suivent, je suis conférencier et depuis un jour, je suis auteur, puisqu'il y a mon premier livre qui est sorti. Ici, je vais le faire passer. Je l'ai reçu hier, hein, c'est le premier exemplaire. J'en ai vendu 400-500 la première semaine, donc c'est super cool. Et comme vous le voyez, c'est vraiment axé encore immobilier, parce que c'est mes 2 passions, l'immobilier et la crypto. Donc effectivement, je suis aussi formateur professionnel, comme vous pouvez le voir. Et beaucoup de personnes me suivent gratuitement, et celles qui veulent aller plus loin avec moi me payent soit en direct, soit achètent mes formations. Ils ne te payent pas en crypto encore? Comment? Elles ne te payent pas en crypto? Si, j'ai beaucoup de clients en crypto. J'ai beaucoup de clients en crypto et j'ai des formations sur investissement en crypto, investissement en ICO, comment faire du minage chez soi, autant de sujets diversifiés. Donc voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les ICO. Donc 2017, c'est ce que j'appelle l'année des ICO, c'est-à-dire que pour la plupart des gens, la première fois qu'ils ont entendu le terme des ICO, c'était en 2017. Donc, probablement pour vous aussi. Vous voyez les chiffres, à partir de mi-2017, ça a vraiment explosé. Et moi, de mon côté, tout simplement, ce que je faisais, c'est que je commençais à investir sans vraiment m'y connaître en termes de technologie. Alors j'ai commencé à investir dans les cryptos en 2015. À l'époque, j'habitais aux États-Unis, donc j'ai commencé au hasard à investir sur le Bitcoin. Et après, j'ai commencé à m'informer, à regarder vraiment ce qu'il y avait derrière. Et j'ai investi dans à peu près une vingtaine d'ICO. Qui a investi en ICO aussi? Tu as investi sur quoi, Nabil? J'ai investi sur EOS. Ouais. Voilà. Et les autres? Moi j'ai fait du Legolas, j'ai fait du pas DTVisio. Tu t'as là ou peut-être aussi, non? Ah bah ouais, Talao, j'ai pas mal dessus. Ouais, Ils sont là pendant 4 ans. C'est une autre histoire. J'ai fait du Fusion parce que j'ai eu la chance d'en avoir un tout le monde. Ouais. Cardano aussi. Tezos. Ouais. Tezos, j'ai raté. Plus récent, Tezos. Ok. Alors sur la slide suivante, il y aura quelques exemples d'ICO sur lesquels j'ai participé. Il y a Wabi, Basic Attention Token, Bitoken, BigBlock, Pitchain, Quartchain. Donc là, c'était vraiment une vision d'investisseur pur pour faire du profit, pour faire des gains, pour faire x10, x20, essayer de faire du x100. Et au début, quand j'investissais sur ce qu'on appelle communément la hype. Voilà. Quand un gros investisseur investissait, j'investissais. Quand un hedge fund investissait, j'investissais. Ou quand tel crypto avait 50 000 followers sur Telegram, j'investissais. Donc la hype, c'est super important pour un projet, ça c'est sûr. N'importe quel projet, même si vous avez la meilleure idée du monde, si vous n'avez personne qui l'utilise, ça ne sert à rien. Donc la hype, c'est important, mais pas que. Effectivement, ce n'est pas les seuls paramètres à prendre en compte. Donc c'est ici que c'est intéressant de voir les différents paramètres que j'ai ensuite analysés, ce que j'ai essayé de comparer, les différents paramètres quantitatifs et qualitatifs que j'ai essayé d'analyser, de comparer pour voir qu'est-ce qu'une bonne ICO, qu'est-ce un très bon projet cryptoactif, donc à la fois en termes technologiques, mais aussi pour un investisseur. Donc je le divise en 5 grandes parties, ce que j'appelle donc les paramètres quantitatifs et qualitatifs. Les 3 premiers sont des paramètres qualitatifs et les 2 derniers sont des paramètres quantitatifs. Donc effectivement les facteurs humains, donc ça c'est très important.
On en reparlera un peu plus dans le détail après parce que je vais montrer un exemple bien précis. Ensuite, le produit en tant que tel, la vision. Ensuite, les métriques. Donc là, c'est vraiment des chiffres qu'on peut comparer l'un à l'autre. Donc ça va être des termes qu'on a déjà abordés tout à l'heure. Je crois le total supply, par exemple, de Talao, je crois, est de 150 millions. 50 millions. Le pourcentage en fonction de ce qui a été vendu sont des paramètres très intéressants à voir, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait des tokens qui n'ont pas été vendus? Est-ce qu'on les brûle? Est-ce qu'ils sont bloqués? Et effectivement, la hype. Donc là aussi, c'est très facile à comparer. Les réseaux sociaux, l'indice d'indexation sur Google, tous des paramètres qu'on peut vraiment comparer. Je peux mettre la slide suivante, c'est ce que j'appelle donc les paramètres quantitatifs, ce qui sont les deux derniers. On peut vraiment comparer ce qui est comparable. Un projet qui a 50 000 followers et un projet qui a 10 000 followers n'est pas pareil. Et les trois premiers sont des paramètres qualitatifs, c'est-à-dire que là, ça demande un peu plus d'expertise, un peu plus d'expérience et surtout un peu plus d'être subjectif. C'est-à-dire qu'on va mettre une note, un projet, c'est ce que je fais, en fonction des membres de l'équipe, des conseillers, du produit, de l'idée, des objectifs. Et on va donner, voilà, je donne une note sur 10, et quand j'analyse plusieurs ICO, je compare, et au final, j'ai une note finale, et ce qui me permettra de me dire est-ce que je me place sur tel ou tel projet, ou si je n'investis pas du tout. C'est excellent. Ouais. Donc là, on a donné les paramètres, mais ça ne vous aide pas plus sur si oui ou non c'est un bon paramètre. On va reprendre quelques idées, par exemple le prototype. Ça revenait à ce que je disais au début sur le produit, c'est-à-dire qu'il y a 95% des ICO qui ont bien performé, sur lesquels je me suis placé, qui avaient un prototype, qui avaient un alpha, qui avaient un MVP, donc ce qu'on appelle un produit minimum viable, et qui n'était pas juste une idée sur un white paper, comme il y en a beaucoup. Et les projets voilà, qui lancent, qui font une levée de fonds seulement sur une idée, se cassent la gueule derrière. Donc il faut au minimum voilà, avoir un prototype et que ça soit lancé au moins dans les 6 mois, dans l'année qui suit. Donc ça, c'est très important. Un autre paramètre, c'est ce que je disais, le facteur humain tout à l'heure, avoir une équipe Dream Team. Alors il y a à la fois les membres de l'équipe et ce que j'appelle une tête d'affiche. Donc les membres de l'équipe, d'aller voir qui sont les personnes, leur CV, leur parcours, pour qui elles ont travaillé. Je vais prendre des exemples, mais j'ai conseillé Chris qui prend des photos derrière, qui a investi sur Bitoken, et effectivement c'était des anciens ingénieurs de chez Google, de chez Facebook, de chez Uber. Donc là on a une team qui a 10 sur 10. Et ce que j'appelle tête d'affiche, ça va être un porteur de projet, vraiment une personne qui sort du lot et qui est connue ou qui porte marketingment parlant le projet sur les épaules. Un autre token que j'avais conseillé à Chris, c'était BAT, donc Basic Attention Token, qui a levé 35 millions de dollars en 30 secondes. Parce que derrière, c'était le fondateur de Firefox. Donc forcément, quand on a le fondateur de Firefox, une tête d'affiche, c'est la hype au maximum. Et forcément, en tant qu'investisseur, on fait du x10 en l'espace de 2 jours. Donc ça, c'était la partie Dream Team. Ensuite, voilà, il y a différentes métriques. Le hard cap, idéalement en dessous de 30 millions, de 40 millions. On a parlé tout à l'heure des ICO qui étaient à 6 chiffres, 7 chiffres. C'est n'importe quoi. Il faut vraiment que ça soit limité au grand maximum à 30 millions. Et ensuite, voilà, les métriques de la hype, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Différentes données qui nous sont données. Et des fois, d'ailleurs, elles ne le sont pas données, c'est pas bon signe. Mais pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc après, moi, à l'échelle de mes investissements privés, j'ai un tableau sur lequel je me dis tel projet a telle note en fonction des paramètres quantitatifs et qualitatifs. Donc là, tu peux passer à la slide suivante. D'abord, on va prendre un exemple. Ouais. Un des derniers projets sur lequel j'ai investi, on parlait tout à l'heure de BitChain, de GoChain, de QuartChain, qui était très hypé. Et effectivement, la SEO, le 2 juin, on avait donc un token qui était à 2 centimes. Le 4 et 5 juin, ils ont annoncé l'arrivée sur des plateformes d'échange comme Binance, sur KuCoin, et ça a explosé. Et le 4 juin, on est passé à 34 centimes le token, donc x17. Donc ça, c'est le fameux pic une fois que ça arrive sur les plateformes d'échange. Quelques jours après, ça a stabilisé. Donc voilà, il y a beaucoup qui ont pris leur profit, comme on dit, on take profits. Et le 7 juin, après, ça a stabilisé vers du 18, 19, 20 centimes, ce qui fait toujours du x10 en 5 jours.
pour un investisseur, c'est pas mal. Je peux mettre la slide suivante. Et donc là, c'est un exemple du tableau sur lequel je mets mes différentes statistiques. J'ai repris l'exemple de QuarkChain où je me suis placé et où j'ai fait effectivement x15 parce que j'ai revendu directement après. Et avec un autre exemple, Deep Cloud IA, effectivement, qui est un mauvais exemple. J'ai voulu vraiment comparer un bon projet, en tout cas en termes d'investissement pur. Donc là, vous voyez vraiment, j'ai mis une note sur l'équipe, une note sur les conseillers. Ensuite, tout ce qui était les métriques vraiment du token. Vous voyez là, on a un total supply qui est de 10 milliards, ça commence à faire beaucoup trop. On a un pourcentage de distribution qui est de 40%, c'est moyen. C'est pas top, mais c'est pas non plus mauvais. Et après, bon, ça reste des exemples, il n'y a pas tout ce que je mets sur mon tableau pour comparer. Mais je donne une note sur l'idée, sur le lancement du prototype, si ça se fait dans les 6 mois, si ça se fait dans l'année, si ça se fait après une année, là ça commence à être assez mauvais. Ensuite, les followers, donc là, membres, j'ai mis membres, mais c'était les membres sur les différents réseaux sociaux, sur Telegram. Et aussi un index de recherche Google, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de manipulations sur les réseaux sociaux, sur Telegram, où il y a des bots, il y a des faux comptes, on peut retrouver des comptes énormes, sauf que derrière, l'index de recherche Google, on ne peut pas le falsifier. On peut avoir un truc énorme à 100 000 followers et un index de recherche de 5. Là, on peut se dire qu'effectivement, il y a un problème. Donc, il faut qu'il y ait les deux. Ça reste un exemple, et je m'étais finalement à avoir une note de 95%. Sur QuarkChain, sur lequel je me suis placé, effectivement, ça a bien pumpé, comme on dit. Et Deep Cloud, du coup, ils ont fait. Je sais plus les chiffres, mais du coup, c'était niette pour moi, donc j'ai pas investi, j'ai pas suivi derrière. Donc, mais dans l'idée, c'est de vraiment analyser des white papers, d'en faire plusieurs par jour. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est compliqué parce qu'on a un travail, on a une famille, on a des enfants, donc c'est toujours compliqué de se taper des centaines d'ICO tous les mois, de se taper des white papers. Mais dans l'idée d'investissement, ce que je fais et ce que je propose aux gens qui me suivent, c'est ça, voilà, tout simplement. Donc la slide suivante, c'est la dernière. Voilà, donc une petite conclusion sur ce qui s'est passé dernièrement, sur la régularisation des ICO. C'est tout pour moi. Merci. Oh, le dit. Super rapide. Il a dit de faire très rapide. Est-ce qu'il a oublié des éléments à prendre en compte? Ouais. Attends, j'ai une question. Tu rentres à quel moment? Dès que je peux. Ouais, mais. Le plus tôt possible. C'est pas en private. La plupart du temps, c'est en public sale parce que c'est capé à des petites sommes, à 5 Ethereum, à 15 Ethereum. Sinon, c'est rare de pouvoir placer 300 Ethereum d'un coup. Donc en ICO, vraiment. Pas Ah oui, en ICO. Pas sur le market. Non, en ICO. Souvent, c'est la dernière étape. C'est rarement les private parce que c'est super compliqué de se placer. C'est des investisseurs vraiment privés qui ont des gros fonds. Mais non, c'est pas sur les plateformes. L'objectif, c'est de déboucler très rapidement la position parce que fondamentalement, quand on voit le milieu des ICO aujourd'hui, on peut se dire ouais, il y a 15 milliards cette année contre 3, sauf qu'il y a 10 fois plus d'ICO, que le montant moyen par projet a diminué, que la viabilité aujourd'hui, quand on voit c'était l'idée la plus grave qu'on voyait au début. Voilà. C'est même moi, ça a baissé. Là, il n'y en a plus quasiment. Hein. Quand tu prends les montants aujourd'hui, depuis juin, ça a baissé. Mais moi, j'ai une question hyper orientée, parce que j'ai discuté avec pas mal d'influenceurs, pas qu'avec Balina. Est-ce que tu ne penses pas qu'en fait, on pourrait enlever tous les autres critères et tu gardes que la hype? Exactement. Parce que la réalité, c'est que c'est le top 7 qui fait la hype. Bien sûr, c'est et donc c'est pas la hype qui fait le top 7, c'est le top 7 qui fait la hype. Et là, je peux vous partager une histoire. Je pense qu'il y a une place à prendre, j'espère que tu en fais partie. Il y a la moitié des influenceurs qui tiendront jamais. Ah bah bien sûr. Qui vont se faire défoncer la tronche à un moment par un régulateur quelque part, parce que c'est honteux. Parce que c'est un discours. Ah, mais c'est pas des discours, c'est des actes. C'est intermédiaire financier, ça s'appelle, hein, dans pas mal de régulations. Tu récupères un truc à moins 100%, tu le mets en haut de ta liste à 84,5%, au hasard dans un pitch à Amsterdam, en faisant une soirée après avec le mec qui a fait la boîte. Tu t'amuses, tu trouves ça sympa, t'es ricain, t'es un peu au zoo en Europe, sauf qu'en France c'est interdit. En Amsterdam c'est interdit, en Belgique c'est interdit de faire ça. Ou alors tu le communiques. On m'a proposé des dizaines de scams. Hein. Donc t'en as la des gros chèques. Scam ou pas, j'en sais rien, je ne peux même pas juger, mais un type qui prend
c'est un intermédiaire financier. Un type qui a des infos, ça s'appelle du front. Parce que tu as la même chose dans les exchanges aujourd'hui. Ça s'appelle ça le front running. Le métier des exchanges, c'est de piquer le pognon de ceux qui ont fait de l'argent dans les bitcoins et des entrepreneurs comme moi qui ont fait de l'argent avec les ICO. C'est leur métier, ils sont structurés pour le faire. Je vais vous expliquer comment. Par contre, c'est interdit. C'est pour ça que tu le fais en Chine, etc. Donc pour moi, historiquement, je pense que ça va changer. C'est pour ça que ton modèle est super intéressant. Pour avant l'émission du token, je pense qu'on pouvait garder que la hype et ça marchait à tous les coups. Et la bataille est plutôt de se dire, est-ce que je peux être servi sans lock avant tout le monde et avant que l'influenceur numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, 7. Voilà. Donc, je pense que historiquement, c'est ça. Après, il y a un deuxième truc. Là, c'est une recommandation parce que je l'ai entendu beaucoup et je pense que ça va arriver. Il y a une place énorme à prendre, c'est faire le même boulot, mais après. Une fois que le truc est coté, quoi. Ouais. Les fonds, ils en crèvent. Sur la régulation, alors, c'est même pas la régulation, c'est. Tu as des gens aujourd'hui qui vont arriver avec de l'argent et qui structurellement ne vont l'investir que sur des tokens qui existent déjà. Ils ne vont pas attendre tout ce bazar-là. C'est trop compliqué, trop dangereux. Voilà. On a un projet qui existe encore, qui tourne avec une histoire, etc. Donc il y a des analystes qui sont en train d'émerger. Et dont c'est le métier, c'est exactement la même chose en bourse. Hein. Et donc, par exemple, les deux mecs qui viennent de se parler de chez Natexis pour monter ça, ils sont sérieux, ils connaissent parfaitement la blockchain, l'économie du token, etc. Donc ça sera un petit peu les analystes institutionnels, machin. Maintenant, il y a plein d'éléments. Je pense qu'il y a encore une place pour les analystes post-ICO un peu sérieuses. Ce que je fais aussi. Après, là, on a parlé vraiment d'essayer de faire du court terme. Il y a énormément de crypto sur lequel je me place pour hold. Ah ouais, en hold. Et même Bitoken, c'est typique du projet qui va mettre 5 ans pour se développer. Ouais, c'est le cours après, j'en ai pris aussi. Je suis sorti très pour d'autres Il y a un paramètre par contre qui manque. Je ne sais pas tous. Et qui est inconnu, c'est derrière sur quel market est-ce que ton token sort. Sauf que là, on est aussi sur des magouilles. Et là, c'est inconnu. Parce qu'il y a beau avoir un hype de fou, je prends l'exemple de Kin. Après, il y a des annonces des fois antérieures qui se font au moment de l'ICO. Sur QuarkChain, on savait qu'ils allaient arriver sur Binance et sur KuCoin avant que l'ICO se finisse. Tu disais, il y en a qui sont hypés et qui ne sont pas sortis sur des bourses. Donc sur des très petits exchanges comme EtherDelta par exemple, il y a très peu de gens qui, enfin il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller sur EtherDelta. Oui, mais des vraiment ICO hypés qui ne sont pas sortis sur des grosses. Exactement. Kin par exemple, Kin qui est super connu, sur lequel il y a une énorme communauté derrière. Sauf qu'il est sorti sur EtherDelta. C'est volontaire des fois. Et ils sont restés sur EtherDelta pendant, je sais pas, au moins 2 mois. Et donc forcément son cours a chuté et c'était quelque part peut-être effectivement une volonté pour stabiliser le token et qu'il n'y ait pas un hype et un boom. Sauf qu'effectivement après il a fait je crois x10 sur le mois de décembre alors qu'il était sorti au mois de juillet. Il a remonté, il est redescendu immédiatement, je crois sur 48 heures il a fait ça. Sauf que pour t'as aussi le problème des exchanges qui derrière demandent aussi les contreparties. Ah bah mais c'est ça. Et que c'est toi voulu éviter ça. Quoi. Et puis il y a énormément sur les exchanges, il y a énormément d'arrangements sur le fait que souvent, c'est bizarre, en plein hype, le deposit n'est pas possible. C'est-à-dire que l'exchange, tu échanges, mais si toi tu veux déposer pour entrer dans la course, c'est pas possible. C'est dans toutes les étapes de l'ICO, des fois. Tu étais aux portes de pouvoir le faire, et te coupe l'arme sous. Est-ce que c'est arrangé ou pas? Ah oui, c'est exactement ça. À la fin, effectivement, ceux qui gagnent. Et la plupart des entrepreneurs sérieux que je connais ne veulent pas exister aujourd'hui. Parce que le temps joue pour nous tous. Moi, les sérieux vont jouer la régulation, vont jouer l'insertion dans l'économie. Voilà, parce que tu pourras plus déconner comme ils déconnent. Et effectivement, mais les trucs sont monstrueux. Là, on a une exchange coréenne. Il se trouve qu'on a une base d'utilisateurs investisseurs en Corée qui est importante. On a du business en Corée qu'on a eu par l'ICO, donc on se retrouve un peu dans le magma là-bas. Et on a plusieurs exchanges avec lesquels on a discuté. Alors ça pareil, on n'est pas obligé de le tweeter, parce que peut-être qu'on sortira jamais sur une exchange coréenne. Mais un des trucs qu'on nous a proposé, venant du monde des actions, c'est un truc qui existe aussi dans le monde du côté, mais sauf que c'est vraiment sale et que c'est vraiment tu finis en tôle. Donc les gens le font bizarre. Ce qu'on appelle le front running. C'est avoir les infos avant tout le monde. Et donc ce que te propose l'exchange, c'est vachement simple, c'est de te dire, bon écoute, alors pour lister, c'est $1 million, c'est la commence là-dessus. Pour le market making, c'est-à-dire pour l'animation du cours, bah, c'est 200, 300 ou 400 000 par an. Ouais, mais en fait, ils s'en foutent, tu vas voir. Et puis, alors, en douce, tu me donnes aussi d'autres tokens. Et ça, c'est en douce, hein, c'est pas le truc qui est annoncé.
Et par contre, je vais faire le log de wallet. Hein, les Coréens, ils adorent ça. C'est-à-dire, en gros, tu n'as rien le droit de sortir. Il y a 30 ou 40% du volume qui est fake, qui est complètement fake. Il y a une superbe étude d'un monsieur qui s'appelle Ethan Galam, d'accord, qui le montre très bien. Il vient du market making à Action, il a démonté ça très facilement. Il est publié même dans un... Ouais. C'était publié. Et son frère est l'advisor d'un certain nombre d'ICO, donc il a les deux. Lui fait le market making et l'analyse, et l'autre il est advisor, donc il connaît bien le business. Le nom, alors, celui qui est advisor, c'est Ethan Galam, G-A-L-A-M. C'est un banquier connu à New York, mais il est jeune, hein, c'est un français. Et son frère, c'est Ethan Galam. Et il a fait un papier qui est après, critiqué, mais en tout cas, moi, j'ai vu logique. Bon, bref, donc, l'exchange a pris des tokens. Ils ont interdit aux petits Coréens d'importer des tokens qu'ils auraient pu avoir avant. Les Coréens n'ont le droit d'investir qu'en krone, enfin en monnaie locale. Et par contre, pour que nous, on accepte, évidemment, nous, on nous autorise à sortir nos tokens. Donc en gros, le discours, c'est de dire tu peux sortir 2-3 millions de dollars comme ça, tranquillement. Puis à la fin, quand le Coréen s'apercevra que ton truc vaut rien, ce sera trop tard, et nous, ça sera pas tard, parce que l'exchange, on sera barré, parce qu'on l'aura fait 15 fois. Il y en a eu quelques-unes comme ça en Corée. Et dans celle qui arrive, je pense que c'est un peu plus propre. Des Gogo, je ne sais pas si vous avez suivi, c'était assez hype comme ICO. Je pense qu'ils sont propres. CoinZest, ils sont propres. Zeniex, ils sont propres. Enfin, c'est vraiment fait pour prendre l'argent des gens comme toi qui ont investi, qui ne sortent pas avant, qui le font mal, et des entrepreneurs de l'autre côté qui ont levé, etc. Donc aujourd'hui, tous les entrepreneurs disent bon, attends, token, de toute façon, vu le marché, il n'y a rien à gagner d'y aller, de toute façon. Non, mais le modèle est bon, je pense qu'il serait presque plus valable aussi après qu'avant. C'était valable l'année dernière et l'année prochaine. Non, mais c'est que plus après, ça permet vraiment d'avoir une vision, parce que ce qui est reproché, je ne sais plus quelle. Pour pouvoir se préparer. Oui, après, il y a toujours même une ou deux BitConnect qui avait fonctionné sous forme de chaîne de Ponzi. Ah, BitConnect. Qui avait BitConnect. Ah oui, voilà. Mais bon, voilà, il y avait beaucoup d'influenceurs qui ont pris des tickets. Ils ont supprimé tous leur chaîne YouTube, on ne les revoit plus. C'était beau parce que les mecs te le disaient, ils disaient bah ouais, c'est un Ponzi, il faut juste être le premier dans un Ponzi, il faut pas être le dernier. Et là, t'écoutes, tu te dis bah merde, il a raison. Fini en taule dans certains pays. Voilà. Et il y a eu des menaces sur les influenceurs qui étaient propres. Donc c'est peut-être quelque chose, une marque de voir vraiment l'analyse post-ICO et pendant aussi le déroulé de l'ICO, s'il n'y a pas des événements, des phénomènes un peu particuliers qui disent il y a peut-être quelque chose en dessous. T'as une question? Et éventuellement, est-ce que tu prends en compte la formule qui est choisie pour faire la vente? C'est-à-dire sur les ICO, souvent il y a soit des bonus plus ou moins distribués. Justement, on voit Go Network. Le volume de bonus, à quel niveau tu positionnes ce bonus? Une fois, oui, ça fait baisser la note. Ça. Et pareil, par exemple, Go Network qui avait choisi un système d'enchères hollandaise. Parce que, pareil, sur lequel il y avait un énorme hype. Je prends leur Telegram, ou je sais pas quoi, c'était quasiment à 100 000 personnes et des membres actifs, quoi. C'était pas du Bounty où les gens étaient là à demander mon pognon il est où, quoi. Et par contre derrière il y a eu un énorme souci sur leur communication. C'est pas les seuls. Et du coup derrière, comment est-ce que tu prends en compte ce type de paramètres la touch c'était pas mal, c'est qu'eux ils l'ont vraiment mal fait. Il y en a deux qui l'ont fait. Bizarrement. Mais Raiden l'a fait. Raiden l'a fait. Ils ont eu d'énormes soucis. Ils ont voulu choisir le même modèle et ils ont eu des mêmes soucis. Mais pour Raiden, ça a super bien marché. Ah non, mais pour lever de l'argent, ils en ont levé. Les deux en ont levé énormément. Par contre, sur l'aspect communication, sûreté, pendant l'ICO, il y avait 1 milliard de questions sur leur fil, sur leur channel Telegram. Qui était la même. C'était c'est quand que ça s'arrête, c'est où, à quel moment le système d'enchères hollandais, c'est qu'on commence très haut et qu'on descend, quelle est la valeur de départ, etc. Et il y a eu énormément de questions là-dessus, qui a mis énormément de doutes. Et d'ailleurs, Go Network aujourd'hui, il y a eu un énorme hype, mais aujourd'hui, leur valeur a complètement chuté. Parce que derrière, c'est un projet qui a l'air d'être fou. Ils ont gagné une compétition là, de Ethereum, où il y avait Vitalik, machin, etc. Mais derrière, leur communication a tellement été mauvaise que finalement, tous les indicateurs étaient ouverts quasiment pour l'investissement, mis à part la deuxième option où il y avait un doute. Mais derrière, lorsqu'ils sont sortis sur le marché, ça s'est effondré. Ouais, il suffit de pas grand-chose. C'est ce genre de petits détails, des fois, qui fait que ça s'écroule, même si c'est un bon projet. Ouais, mais eux, pour le coup, ils ont vraiment, ils ont passé 4 mois à faire zéro com et tout. Et s'ils étaient, je sais pas quel problème ils ont eu. Il y a eu énormément de délais. S'ils n'avaient pas eu les 4 mois de délai, si tu veux, ils auraient gardé la hype et c'est la communication qui a été mauvaise. Enfin, le projet il était fou, il y avait un monde fou derrière.
mais leur communication a tellement été mauvaise qu'ils sont à la limite. Tout le monde s'est posé la question, mais est-ce que finalement la dot option c'est pas une solution pour lever un maximum de pognon et se barrer avec? Au niveau des ICO, il y a plusieurs choses. Il y a l'hype, et là pour le coup, ils ont très mal joué l'hype, et il y a le produit derrière. Et comme eux, ils ont gagné, le hackathon. Ils avaient les deux. Là, ils avaient les deux, il y avait tous les indicateurs en vert pour se dire c'est un projet. On peut se dire qu'eux, ils ont du concret derrière et qu'ils ont très mal joué la hype. Donc, parce qu'il y a deux courses. La ICO, je dirais que c'est plutôt la course à la hype. Et derrière, j'entendais tout à l'heure que même post-ICO, il y a un coup à jouer parce qu'après, c'est plus un pari sur la hype, c'est un pari sur le produit. Parce que pour l'instant, des produits, pas grand-chose. Donc là, il y a encore plein de paris à faire sur les produits. Et moi, Denis, j'avais une dernière question. François, excuse. Mais non, mais il y avait Denis. On cherchait à donner le bâton, etc. Est-ce qu'il y a, j'imagine même, il y a plusieurs critères où en dessous d'un seuil ou au-delà d'un seuil, c'est no way quoi qu'il arrive. Ah oui. Sur quels critères il y a ce type de red flag? Ouais, voilà. Oui. Commencer sur tous les critères ou plus certains en particulier? Si, déjà en termes de ce qu'ils font avec les tokens, si c'est lock, si c'est burn, ça déjà, c'est un paramètre. Tu dis ça va être très compliqué si effectivement ils ne le font pas. Personnellement, c'est le lock. Le lock, surtout à l'heure actuelle, un minimum. N'importe quel ICO où ils te disent je lock ton token 2 mois, aujourd'hui dans 2 mois tu sais plus ce qu'il y a. Tu raisonnes par rapport à toi, ton token. Des fois, tu investis en ICO avec l'équipe. Des fois, tu investis avec ça. Mais ça, par contre, oui, ça c'est. Si ton token en toi, t'arrives en sales, il est loqué, c'est sûr que c'est pour te faire avoir. Ça, c'est sûr. On te bloque 2 mois, tu peux. Je l'inverse aussi. Moi, je pense qu'il y a. Enfin, après, ça se fait pas beaucoup, donc du coup, tu investirais dans pas beaucoup d'ICO. Mais quand tu vois. Alors, je dis ça pour nous, évidemment, mais. Quand tu vois une équipe qui est loquée 4 ans et des advisors loqués 2 ans, oui, bien sûr. Tu as 0 question à te poser, quoi. Tu as 0 question à te poser. Le mec, dans 4 ans, il sera là. Par contre, son token, il ne vaudra peut-être rien. C'est très rare. C'est très rare où la totalité est bloquée 4 ans. C'est pour ça souvent, tu as 50% débloqués au départ et ensuite investing qui se fait sur. Je ne remets pas en cause le modèle parce que je pense qu'il marche extrêmement bien. Moi, de tout ce que j'ai vu, ça correspond à même ce que je pourrais faire, même si j'ai pas sûrement moins de temps que toi. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les ICO ne correspondent pas à des projets. Ça, c'est la réalité vraie de vrai. Même Raiden, je connais un peu, machin, etc. Quand il y a trop de pognon qui arrive dans la poche de gens qui ont 25 ou 30 ans, ça ne marchera jamais. N'importe quel VC vous dira. Donc la stratégie, c'est celle-là. C'est les bons, la hype, sortir tout de suite. Donc si tu es loqué, tu vas voir. Si les mecs, tu sens que c'est chelou et qu'ils ont fait des bonus de 150 000%, tu vas pas. Bon, voilà. Avec 3 niveaux. Voilà. Mais il ne faut pas se gourer sur le message. Je pense qu'il y a 99%. J'enlève même les vraies arnaques. Même les gens qui vont de bonne foi, il y en a plein qui se planteront. Je veux dire, les projets. Parce que il y a de bons qui déploient très bien présentés, et même des spécialistes se font avoir. Moi, je me souviens, PlexCoin, c'était une ICO aux États-Unis. Très bonne hype, à l'époque c'était 2017, ils ont fait 15 millions. En fait, on s'est rendu compte que c'était un couple derrière au Canada, et ils ont fait de pognon, quoi. Ouais, mais même ceux qui ne sont pas dans ce mindset-là au départ, c'est compliqué de faire une boîte, c'est compliqué de faire un produit, c'est une techno qui est compliquée. La décentralisation, j'ai pas encore lu ton bouquin, mais c'est que le début de l'histoire. Donc, si tu veux, ça équivaut, c'est même pas du seed, un venture capital, il ferait même pas. C'est presque de la R&D. Ouais. On est sur exactement. On est sur la R&D. Et la R&D, ça se finance pas à hauteur de 100 millions de dollars. Et la R&D, elle se fait pas sur. Donc il y a un bug de fond en fait dans ce modèle-là, et c'est pour ça qu'il faut garder des modèles très analytiques qui sont basés sur la règle. Et dire voilà, mon truc c'est de faire x2, x5, x100, après on fera peut-être plus x1000, mais et de sortir le plus vite possible. Ouais. Toi, ce serait ta stratégie aujourd'hui, t'en ferais pas beaucoup Ouais, une quinzaine, une par mois, on va dire. Ah oui, quand même. Ça dépend. Pour moi, ça dépend de la période. Il y a des périodes il y avait des périodes folles. C'est sûr. L'été 2017, c'était n'importe quel ICO, c'était x4, même si c'était n'importe quoi. Sauf qu'aujourd'hui, tu réfléchis à 10 fois avant de choisir ton ICO. Ouais, ça c'est clair. Moi, je suis pas raisonné plus par rapport à maintenant. C'est vrai que je suis pas à l'aise pour investir sur 2-3 ICO par an, qui est en gros à peu près la seule capacité d'analyse que j'ai, quoi. J'ai du mal à faire plus parce que j'ai quand même un boulot, etc.
Et en termes de diversification du risque, tu vois, t'en fais 3 ou 4, c'est pas assez, quoi. Mais après, il y a aussi une vision du marché au macro, c'est-à-dire que là, actuellement, le Bitcoin a déjà du mal à repartir. Donc, le temps que les investisseurs arrosent les altcoins, les ICO, qui sont des positions plus à risque, on a déjà du temps. Donc, effectivement, c'est pas une période idéale pour... On en arrive aussi à la fin du quantitative easing, ce qui fait qu'on aura moins d'argent de l'économie réelle qui va se réinjecter dans les cryptos, et donc on va avoir un assèchement du financement fiat des cryptos. Et ça, on n'en parle pas assez. Ça, alors moi, je suis pas sûr. J'ai rencontré énormément de fonds qui étaient emmerdés parce qu'ils ne pouvaient pas investir. Et aujourd'hui, ils sont presque en situation de foi. Il y a beaucoup d'argent. Encore en stock, mais oui. là, on arrive sur la fin de mesure. Donc on a un temps d'inertie. Ouais, mais il n'y a pas tant d'argent que ça dans les cryptos. Hein. C'est pas des gros montants. Hein, par rapport à la... C'est pas grand-chose. Après, pour moi, pas grand-chose. Après, il y a également un autre critère, pour moi, c'est la liquidité du token, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il est utilisé ou pas? Enfin, on parle effectivement de token, d'utilisation, c'est un service. Ouais. Ok, les entreprises font tout pour que dire je vais aller dans la blockchain parce que c'est la mode, je rentre dedans. Mais concrètement, est-ce que son modèle a besoin de la blockchain? Souvent, tu as plein de choses. Tu as le même service qui existe, mais tu payes avec ta carte bleue, etc. La blockchain ne t'apporte rien. Si tu peux faire d'une manière centralisée, que tu n'as pas de bénéfice, tu sais que ça ne sert à rien. Des fois, c'est même pas centralisé. Enfin, des fois, c'est un service. Les gens font un service. Je te vends quelque chose, tu aurais pu me le payer en te mettant un paiement en ligne, ça aurait été la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, la différence, c'est que ouais, ok, ça passe par la blockchain, c'est soi-disant plus sûr, et c'est une transaction, quoi. Mais concrètement, tu fais le même système avec une carte bleue, c'est la même chose. Le token n'apporte aucune sécurité, quoi. C'est pour ça que pour moi, personnellement, je préfère investir sur les projets d'ICO qui mettent en place des projets d'infrastructure. Ah oui, non, mais ce que je dis, c'est qu'il y en a aujourd'hui, elles sont trop nombreuses, finalement, à se servir de la blockchain, mais simplement pour faire de la levée de fonds, quoi. C'est je vais dans la blockchain, mais c'est pour lever des fonds. Un petit troll juste avant de finir. J'ai entendu ça énormément dans le monde des cryptos. Je viens du VC. 99% des naftiques blockchain que vous voyez là, elles n'existent plus dans 2 ans. Les one-chain, pay-chain, machin, c'est mort. Donc le discours, alors le token qui sert à rien, ça t'empêche pas d'avoir une ICO qui marche. Il se trouve que comme la communauté s'est emparée du sujet, si tu as un token qui sert à rien, ça devient vraiment compliqué. Par contre, le discours qui consiste à dire j'investis dans les infrastructures, j'y crois pas une seconde. Simplement, comme l'ensemble du marché est câblé comme ça, fat protocole, machin, toute cette théorie-là, c'est pour ça. C'est pas parce que le projet va marcher, c'est parce que la hype ne va que sur ces projets. La hype appelle la hype, voilà. Du coup, on se retrouve à avoir une tendance sauf les très bonnes. Parce que quand on voit la répartition entre projet protocole et projet service, aujourd'hui, dans le monde des ICO, on est plutôt sur un rapport 3/4 sur les projets services et 1/4 sur du protocole. Donc dans l'ensemble des protocoles, alors effectivement, il y en a beaucoup qui vont dégager. Voilà, dégager. Si tu regardes ceux qui... Voilà, maintenant après, c'est aussi le côté d'analyse technique, où on va voir sur l'ensemble des protocoles, est-ce que ce protocole va répondre à une problématique métier ou sectorielle qui possiblement lui permettrait demain de percer. Alors, donc là, tu te mets en hold. D'accord. C'est pas ma position. Bon, allez, je crois que c'est une bonne conclusion. Oui, l'investissement, savoir lesquels. Non, mais après, ça va râler, normalement, on doit libérer Habitat. Moi, je suis le banquier. Tu libères jamais à l'heure. Non, mais bon, faut pas. Tout va bien. Faut pas trop abuser des bonnes choses. Et donc, mais attends, le mot de la fin quand même. Parfois comme des sauvages. Rendez-vous le 13 novembre. Rendez-vous le 13 novembre pour BC Diploma. Et aussi une femme, Aurélie Baye, qui fait un doctorat, donc ça va être top. Sur de droit, sur RGPD et trucs comme ça. Et bonne soirée. Merci beaucoup.